Saint-Léger-aux-Bois. Saint-Léger-aux-Bois fait partie de ces nombreux villages qui se sont développés au XIIe et XIIIe siècle, alors que la France connaissait finalement une certaine prospérité. Mais Saint-Léger-aux-Bois ne s'est pas toujours appelé Saint-Léger-aux-Bois. C'est seulement en 814 que l'on peut identifier le territoire et nommer ce territoire. À cette époque, on retrouve deux noms, Herbodia Nisva ou Herbodia Misua. En effet, en fonction des écrits, des cartes, il y a ces deux noms qui ressortent. Puis, lorsque la terre est donnée par Philippe Ier, l'arrière-petit-fils duc Capet, aux religieux de l'abbaye de Sauve-Majeur en Gironde, Herbodia Nisva devient, en 1083, Sanctus Leodegarius in Bosco. Sanctus Leodegarius in Bosco, puisque une source naturelle est découverte en forêt de Lègue. Et puis, à cette époque, le culte de Saint-Léger est très populaire. Saint-Léger, l'évêque d'Autun, qui a été martyr des Broins, maire du palais de Neustrie, qui lui a littéralement crevé les yeux, coupé la langue, et qui mourut 2 ans après dans d'atroces souffrances. Sanctus Leodegarius in Bosco, baptisé en 1083, devient Saint-Légier en 1108, puis Saint-Léger en Lègue en 1749, avant bien sûr d'avoir été débaptisé au moment de la Révolution pour s'appeler la Chanvrière, puisque ce territoire cultivait énormément le chanvre. Et c'est seulement en 1814 que Saint-Léger-aux-Bois devient Saint-Léger-aux-Bois. Comme vous pouvez le voir, nous avons beaucoup de cartes postales anciennes que nous allons vous présenter durant cette conférence. Mais d'abord, la vue aérienne dans les années 60. Saint-Léger-aux-Bois s'est particulièrement développé autour de son église, l'église Saint-Jean-Baptiste. Véritable édifice autour duquel s'est formé tout notre village, notre église fait partie du patrimoine historique national. À l'origine, prieuré monacal au milieu de nulle part, ce lieu de pénitence a ensuite été une référence religieuse de la province, si bien qu'au XIe siècle, un archevêque ordonna la construction d'une église. C'est ainsi que notre église a vu le jour et a été construite en 1083. Issue de la pure école romane, elle est l'une des plus rares églises romanes de la région à n'avoir subi que des modifications peu profondes. Mais 1083, si vous vous rappelez bien dans l'historique des noms, c'est au moment où Saint-Léger s'appelait Sanctus Leodegarius in Bosco. Alors, comme je vous le disais, elle est l'une des plus rares églises romanes de la région à n'avoir subi que des modifications peu profondes. Elle est aussi l'un des monuments les plus représentatifs de l'architecture du XIe siècle dans le bassin supérieur de l'Oise. Auparavant, le cimetière était accolé à l'église et était fermé par des haies vives et 2 moulins qui servaient, dit-on, à l'exploitation du chanvre et à l'exploitation de la forêt. Cependant, sans jamais perdre l'unité de son style, elle a tout de même subi des agrandissements et des restaurations, notamment son côté méridional et son clocher reconstruit en 1602. La charpente du clocher, refaite en 1636, ont été financées par un mécène très connu de l'époque puisqu'il s'agissait, tenez-vous bien, de Louis XIII, roi de France en personne. Ensuite, en 1789, il y a eu le latéral droit ou bas côté sud rénové. Notre église a également vu son clocher intégralement rénové au milieu du XXe siècle. Puis l'arrivée d'une nouvelle association, soutenue par quelques motivés, a doublé l'intérêt porté à cet édifice et a notamment permis son classement au monument historique. Le clocher contient 4 cloches bénies en 1769 et installées en 1860-1862 et baptisé par M. de Borin, curé de Saint-Léger, et M. Gilles, curé doyen de Ribécourt. Les vitraux sont de Jean Gruber. Ils représentent sur la façade au-dessus de la tribune, notamment Saint-Michel terrassant le dragon. Les différentes photos que vous pouvez voir montrent les enfants de chœur de notre église le 24 mai 1914, lors de la fête dédiée à Jeanne d'Arc. Puis en 1918, comme vous pouvez le voir, quelques ravages issus de la Première Guerre mondiale ont profondément marqué la façade de l'église. Dans les années 20 à 30, on peut le voir notamment sur la figure de droite, davantage, une partie de la toiture est rénovée, comme j'ai pu vous le préciser au préalable. Dans les années 40, un baraquement est littéralement construit pour permettre aux écoles de continuer à œuvrer dans l'éducation des enfants.
Passons désormais à la rue du Kenzil. Véritable lieu de rendez-vous du village, compte tenu de sa situation et de ses attraits, le plus grand commerce du village, un bar, des départs de chasse à courre, cette place s'est longtemps appelée Place de la République, puis Place des Tilleuls, jusqu'à ce que le patrimoine et la langue picarde en aient raison. En effet, cette place est devenue place du Kenzil en raison de sa proximité à la forêt, qui offrait un doux chant de Ken et Zil, les oiseaux. Lorsque vous pouvez vous promener sur cette place, encore aujourd'hui, écoutez le Kenzil, le chant des oiseaux. La rue du Moulin, anciennement rue du Château, on ignore encore pourquoi, mais peut-être est-ce parce qu'elle menait à la grande bâtisse appelée les Croisettes. Cette rue est devenue aujourd'hui la rue du Moulin. L'histoire, comme je vous l'ai dit, raconte qu'il y avait 2 moulins à proximité de l'église, notamment à cause ou grâce à la culture du chanvre. Et cette ruelle clôturait autrefois le centre-bourg. Près de cette rue du Château, rue du Moulin, il y a la rue du Marais. La rue du Marais tient son nom des anciens marais qui se situent au niveau de l'actuel centre équestre. D'ailleurs, lors des pluies et averses abondantes répétées, on peut observer encore certains endroits marécageux. Ces 3 chaumières ont en outre formé les bases des habitations actuelles. La rue des Étangs. Autrefois appelée rue de la Fabrique, le nom provenant de la fabrique de balles et de jouets d'enfants Bernard, ou encore rue d'Enfer, cette rue a finalement pris le nom de rue des Étangs, que l'on peut rejoindre au fond de cette même rue et qui offre un cadre pour une détente familiale très appréciable. Cette rue, durant la Seconde Guerre mondiale, a abrité notamment la Gestapo et l'atelier mécanique de l'armée allemande. Et elle a connu une large extension pendant les années 60-70 pour devenir la rue que l'on connaît aujourd'hui et pour rejoindre, en outre, la rue des Demoiselles. Le Puy d'Orléans. Si Saint-Léger est connu pour ses différentes rues, il l'est également pour ses 2 maisons forestières, qui marquent l'entrée du village lors de la Seconde Guerre mondiale et l'entrée du dépôt de munitions lors de cette Seconde Guerre mondiale. Cette maison forestière se situe en forêt de l'Aigle, qui constitue le premier atout naturel du village. La forêt représente 665 des 830 hectares qui composent le village, soit près de 80% de sa superficie. Et elle faisait partie de l'apanage institué par lettre patente du 10 mars 1661 en faveur de Philippe, duc d'Orléans et frère de Louis XIV. C'est pour cela que cette maison s'appelle la maison du Puy d'Orléans. Cette maison forestière, comme je vous l'ai dit, a été l'entrée du dépôt de munitions lors de la Seconde Guerre mondiale, mais elle a surtout été ravagée par un bombardement lors de cette même guerre. Et il faut savoir que cette maison était aussi et surtout, à l'instar de la place du Kenzil un petit peu plus loin, un des grands rendez-vous de chasse du secteur. Le monument aux morts date du 16 mai 1921. Cette inauguration du monument aux morts a eu lieu le même jour, sous la présidence du comte de l'Aigle, conseiller général du canton, et en présence de tout le village rassemblé derrière les personnalités locales, le conseil municipal, les anciens combattants, une garde d'honneur militaire portant une gerbe avec le drapeau tricolore. Tout ceci étant précédé du curé et des enfants de chœur afin de rendre hommage aux enfants de Saint-Léger-au-Bois tombés lors des combats. Ils étaient au nombre de 12. Le monument de Saint-Léger, financé par la commune et des dons, ainsi qu'une subvention de l'État proportionnelle au nombre de combattants disparus, selon la loi du 25 octobre 1919, était un des plus modestes du canton. Érigé à l'entrée du cimetière, en lisière de la forêt de l'Aigle, à proximité des premières tranchées et du front stabilisé à Bailly, il a la forme d'un simple obélisque de pierre décoré de la croix de guerre décernée à la commune. Sur le devant est fixée une plaque de marbre blanc, où sont inscrits par ordre alphabétique, en lettres d'or, les noms des soldats de la commune morts pour la France. En tout, 26 hommes, de 21 à 44 ans, avec une moyenne d'âge de 30 ans, tombés sur les champs de bataille de l'Argonne, de la Somme, du Nord, de l'Aisne et même jusqu'en Serbie. Ils seront complétés en 1945 par les noms de 4 victimes militaires et civiles de la Seconde Guerre mondiale. Après une messe dans l'église, ce 16 mai 1921, le cortège se forma pour se diriger vers le cimetière à l'orée nord de la forêt de l'Aigle, non loin des positions de front défendues par l'armée française pendant de si longues années. Il faisait chaud en cette fin mai, et de nombreux participants avaient ôté leurs casquettes ou leurs képis. Mais comme vous pouvez le voir, la participation était forte. Le cortège venu de l'église passa devant la mairie pour se rendre au cimetière. Le photographe s'étant placé dans la montée pour avoir une vue d'ensemble. Vous pouvez voir à l'arrière-plan notamment la mairie actuelle qui est encore littéralement dévastée. Le personnage de grande taille au premier rang à gauche est le comte de l'Aigle, conseiller général du canton. Et à sa droite, habillée en noir, probablement Madame Luc Meyer, une américaine bienfaitrice de la commune,
et sans doute aussi Louis-Auguste Richard, maire de la commune et des élus du canton. Partons désormais à Flandre. Le hameau de Flandre était autrefois un pâté de maison, littéralement indépendant du village. Aujourd'hui, il y est totalement relié par de nouvelles constructions et le hameau isolé fait désormais partie intégrante des rues du village. Désormais, je vous emmène aux Croisettes. Les Croisettes est un des monuments, si j'ose le dire, de ce village, potentiellement le château du village, puisque, je vous l'ai dit, la rue du Moulin était appelée rue du Château. Le chalet Gabriel. Le chalet Gabriel est un monument que l'on voit encore lorsque l'on passe dans la route principale de Saint-Léger-aux-Bois. Il a, pour information, abrité durant la Seconde Guerre mondiale la commandanture. La rue de Noyon est aussi composée de ce qu'on appelle la Villa du Guet. La Villa du Guet permet d'avoir une vision d'ensemble, ou permettait d'avoir une vision d'ensemble quasiment jusqu'à Ribécourt. À l'instar du château Gabriel, 2 postes de surveillance étaient donc installés à Saint-Léger, l'un dans le chalet Gabriel et l'autre à la Villa du Guet. Et enfin, pour terminer cette conférence, la rue de Compiègne. La rue de Compiègne qui a été, comme vous pouvez le voir aussi, littéralement détruite lors des bombardements de la Première Guerre mondiale. Mais vous pouvez aussi voir en haut à gauche la sortie des ouvriers brossiers, puisque au début du siècle, à Saint-Léger, on pouvait compter, au-delà des 4 commerces de proximité, des bars et de la fabrique de balles, des ouvriers brossiers. Je vous remercie pour votre attention et j'espère vous avoir fait vivre quelques moments passés de notre territoire. Il y a bien d'autres choses à dire, il fallait être concis, nous avons tenté de l'être. Vous pourrez retrouver d'autres anecdotes dans le magazine L'Instant du territoire, mais également dans le livre concernant la monographie de Saint-Léger-aux-Bois. À bientôt pour une nouvelle conférence sur une autre partie de notre territoire.